السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى أن تكونوا في أحسن الحال. مرحبا بكم في الدرس الثاني المتعلق بالتواصل العصبي الذي يندرج ضمن الوحدة الثالثة، التواصلات الهرمونية والعصبية. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va aborder ensemble le chapitre numéro 2 intitulé La communication nerveuse, qui entre dans le cadre de l'unité communication hormonale et nerveuse. Alors, voilà. Donc, numéro 2, la communication nerveuse. Il est destiné aux élèves de première année de baccalauréat. On va aborder tout d'abord la première partie de ce chapitre. On commence par une introduction. La communication nerveuse, comme vous avez déjà dit dans la troisième année collégiale, c'est une communication entre les différents organes du corps et les différents centres nerveux pour permettre la sensibilité consciente, la motricité volontaire et les différents réflexes. Cette communication est assurée par un réseau de nerfs qui parcourt tout le corps pour transporter les influx nerveux sensitifs issus des organes sensitifs et les influx nerveux moteurs vers les organes effecteurs. Poser trois questions essentielles. Quelles sont les caractéristiques du nerf? Quelle est la nature du message nerveux? Quel est le mécanisme de la transmission synaptique de ثلاث أسئلة أساسية تهم خاصية الأعصاب، تهم كذلك طبيعة السيول العصبية، وتهم كذلك آليات التبليغ السينابسي. On va commencer par la première question. On va mettre en évidence les caractéristiques du nerf, la manipulation qui consiste à préparer un certain nombre d'outils. Parmi ces outils, il y a une voie de dissection, la grenouille, on va isoler, une grenouille préalablement décérébrée et démédulée par dissection, on isole le nerf sciatique de sa patte postérieure et on dégage le muscle gastrocnémien, voire la photoséquence. On va stimuler les nerfs en utilisant le pincement, bien le choc, bien la piqûre, bien les acides, bien la chaleur. On observe un mouvement brutal de la patte postérieure provoqué par la contraction du muscle gastrocnémien. Question qui se pose, on va interpréter la réaction de la grenouille et la déduction de la propriété du nerf sciatique. Vous voyez le résultat de la contraction du muscle gastrocnémien, puisqu'on a excité le nerf sciatique, il y a production d'un influx nerveux qui a été conduit vers le muscle qui se contracte. De ces résultats, on peut déduire que le nerf a deux caractéristiques essentielles. Puisqu'il a répondu à cette excitation, on dit qu'il est excitable. On parle de la caractéristique de l'excitabilité. Puisqu'il conduit l'influx nerveux vers le muscle qui a été contracté, on parle de la conductibilité. Maintenant, on passe à l'étude de l'excitabilité, la première caractéristique du nerf. Sur un nerf isolé, on place des électrodes excitatrices liées à un générateur par l'intermédiaire d'un amplificateur qui va permettre de régler l'intensité et la durée d'excitation. On va voir des dispositifs expérimentaux par la suite. On applique au nerf des excitations d'intensité croissante. Vous voyez 35, 37, 40, 45, etc. jusqu'à 120 millisecondes. Et on détermine pour chaque excitation le temps nécessaire à la réponse de nerf. Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau suivant. On va poser quelques questions. La première question, c'est réaliser la représentation graphique de la variation de l'intensité d'excitation en fonction de la durée d'excitation. La deuxième, c'est la détermination graphiquement de la rhéobase, c'est-à-dire le seuil d'excitation, d'excitabilité et l'acron accès et le temps utile pour le nerf excité. Le troisième, déterminer sur le même graphe la zone d'excitation efficace et la zone des excitations efficaces. Vers la fin, on va déduire les conditions nécessaires pour qu'une excitation soit efficace. On commence par la représentation graphique. On a besoin d'un papier illustré. On va représenter deux axes, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées va porter comme notation intensité d'excitation qui varie en fonction du temps d'excitation. On va faire la graduation se basant sur une échelle en partant des graduations qu'on a dans le tableau, ainsi que le temps d'excitation. Par la suite, on va faire des projections, on va monter avec une croix
qui va rassembler à la fois l'intensité d'excitation et le temps d'excitation convenable. On commence par l'excitation maximale, c'est-à-dire 120, et le temps d'excitation qui correspond, c'est 0,15, pardon. On va faire des projections. Une fois qu'on a fini ces projections, on va aller faire une liaison. On obtient une courbe des excitations. Voilà, courbe des excitations. On cherche la dernière, ou bien l'excitation minimale au-dessus desquelles est la réponse à l'excitation de nerf. Cette excitation minimale s'appelle, bien, intensité d'excitation minimale s'appelle le seuil d'excitation, bien l'arrivée-base. Cette intensité minimale correspond, on va leur correspondre à un temps qui s'appelle le temps utile, voilà l'arrivée-base et le temps utile. On va présenter encore la double base, c'est la valeur correspondante, c'est-à-dire 70 millivolts. Cette courbe va délimiter deux domaines. Et la double base, le temps qui nous correspond s'appelle la chronaxie. La courbe d'excitation limite deux domaines. Un domaine est bien une zone d'excitation efficace et une zone d'excitation inefficace. Ce sont des excitations minimales, c'est-à-dire inférieures strictement à l'intensité qui correspond à l'arrivée-base. Pour les réponses, la représentation 1, 2, 3 va à la courbe. Pour les valeurs de l'arrivée-base est égale à 35 millivolts. La double arrivée-base, c'est 70 millivolts. La chronaxie, on va faire la projection, on trouve qu'elle est de l'ordre de 0,8 millisecondes. Le temps utile est de l'ordre de 3 millisecondes. Pour les définitions de chaque mot, l'arrivée-base, comme on a déjà dit, c'est une intensité minimale au-dessus de laquelle un nerf ne s'excite pas, quel que soit le temps d'excitation. Pour le temps utile, c'est un temps qui correspond à l'arrivée-base. Pour la chronaxie, c'est le temps minimal nécessaire pour un courant d'intensité double à l'arrivée-base soit efficace. Pour les conditions nécessaires, comme on a déjà dit il y a quelques minutes, pour que le nerf réponde à l'excitation, cette excitation doit être efficace, qui est supérieure ou égale à l'arrivée-base. Il faut appliquer une excitation supérieure ou égale à l'arrivée-base et à un temps utile. Maintenant, on passe à l'enregistrement du phénomène électrique de nerf. Vous voyez un dispositif expérimental qui s'appelle l'oscilloscope. Ce dispositif permet d'enregistrer l'activité électrique d'un nerf isolé à la suite d'une stimulation électrique dont on peut varier la fréquence, l'amplitude et la durée grâce à un outil qui s'appelle l'amplificateur. Vous voyez devant vous l'oscilloscope cathodique est formé essentiellement d'éléments suivants, à savoir un tube cathodique qui donne naissance à un faisceau d'électrons par chauffage d'un fil appelé cathode. Ce faisceau d'électrons va traverser deux plaques, des plaques horizontales et des plaques verticales. Ces électrons tombent sur un écran fluorescent en marquant un spot lumineux, nocta d'Auria, après avoir traversé deux plaques horizontales et deux plaques verticales. Voilà, pour l'outil qu'on utilise pour l'excitation du nerf, on a un certain nombre d'éléments, à savoir l'excitateur, vous voyez le 1, c'est-à-dire c'est un outil qu'on utilise pour l'excitation du nerf, l'oscilloscope, chef de bête, l'odomère, c'est un liquide physiologique qui rend le nerf actif, le nerf sciatique ou accent Guillaume de Calmar, la cuve-nerf, l'outil s'appelle la cuve-nerf, les excitations via les électrodes excitatrices sont représentées par SAS2. Et enfin, les excitations via les électrodes réceptrices sont représentées par les lettres R1 et R2. Voilà, pour étudier l'activité électrique du nerf, une fibre nerveuse à accent Guillaume de Calmar a été isolée et placée sur la cuve nerf, comme on a déjà expliqué, contenant de l'odomère et équipée par des électrodes réceptrices reliées
deux plaques horizontales d'oscilloscope et on obtient deux types d'enregistrements selon les cas suivants. En cherchant maintenant un potentiel qui s'appelle le potentiel d'Europe. Au premier cas, au temps t0, on place les deux électrodes R1 et 2 sur la surface de la fibre, comme vous voyez dans ce schéma. Pour le deuxième cas, au temps t1, on fait introduire l'électrode réceptrice R1 dans l'axone. On va enfoncer cette électrode réceptrice vers l'intérieur de nerf ou bien de l'axone géant de Kalman. On va voir les résultats. Au temps T1 ou bien T0, le moment où on a placé les électrodes sur la surface de la fibre, on obtient un enregistrement, bien l'enregistrement AB. Vous voyez dans cette courbe. Dans le cas de le moment où on a enfoncé bien introduit l'électrode réceptrice R1 dans l'axone, on obtient l'enregistrement BCD. La question, c'est d'écrire l'enregistrement obtenu dans chaque cas. Que peut-on déduire? Si vous voyez, lorsqu'on a laissé les deux électrodes réceptrices à la surface, on a uniquement une trace AB qui représente un DDP ou bien une différence de potentiel électrique qui est égale à 0. Le moment où on a fait une pénétration, bien l'introduction de R1 dans l'axone, il y a un DDP qui est de valeur moins 10, moins 70 mV. Avant la pénétration de R1, l'oscilloscope enregistre une ligne horizontale AP ayant une différence de potentiel électrique nulle. On la représente par DDP est égal à 0. Ce qui signifie que cette absence de différence de potentiel entre les deux points pris sur la fibre nerveuse R1 et 2 ont donc le même potentiel, c'est-à-dire qu'ils ont la même charge. Pour le deuxième cas, le moment où on a fait l'introduction de l'électrode réceptrice au niveau de nerf, l'oscilloscope enregistre BCD, la ligne BCD, ou bien le cours BCD, et on passe d'une DDP 0, comme on a déjà dit, à une DDP de l'ordre de moins 70 mV. Cela signifie la présence d'une différence de potentiel électrique entre l'intérieur et l'extérieur de la fibre, de part et d'autre de la membrane plasmique de la fibre. On parle donc du potentiel de membrane ou bien du potentiel de repos. Par convention, on représente cette différence de potentiel entre les milieux intracellulaires et extracellulaires de la fibre comme suit, c'est-à-dire la partie externe est chargée positivement et la partie interne est chargée négativement. Dans la séquence prochaine, Inch'Allah, on va aborder le paragraphe qui concerne l'enregistrement d'un deuxième potentiel qui s'appelle le potentiel d'action. إلى ذلك الحين نشكركم على إتباعكم et merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.